Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire État de santé, webinaire BPI, la French Care. Nous avons choisi de consacrer ce 5e épisode aux perspectives de financement de la biotech française en 2026. Et pour réfléchir à cette question, nous avons un panel d'experts ici présents sur le plateau. Cédric Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez EY. Thibaut Roulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'investissement senior dans l'équipe Sciences de la vie de BPI France. Philippe Chambon, bonjour. Vous êtes CEO et cofondeur de EG 427. Et puis Olivier Chabanon, bonjour. Vous êtes directeur du plan French Care BPI France. Alors, bonjour à tous et merci de votre présence sur ce plateau d'état de santé. Merci aussi à tous ceux qui se connectent, qui sont en train de se connecter, qui vont se connecter, qui vont nous rejoindre pour suivre ce webinaire en ligne. Sachez que vous pouvez participer, vous aussi, à cette discussion en posant vos questions dans le chat. Nous en sélectionnerons quelques-unes pour que nos invités y répondent. Voilà, le cadre est posé. On part pour 45 minutes à peu près de discussion. Et j'aimerais d'abord me tourner vers vous, Olivier Chabanon. Vous développez, vous coordonnez le volet santé de la stratégie BPI France. Vous animez la communauté French Care. Peut-être quelques mots pour nous rappeler ce qu'est la French Care et puis quels sont, puisque c'est le cœur de notre sujet, les grands enjeux à venir pour la filière biotech française. Merci Edwige, j'ai ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'état de santé. La French Care en deux mots, c'est à la fois l'engagement que porte BPI France dans le secteur de la santé, un engagement assez massif, je vais y revenir. Et puis c'est aussi une communauté d'innovation qui rassemble des entrepreneurs, des investisseurs, des soignants, des académiques dans toute leur diversité pour former un peu l'équipe de France de la santé. Voilà, donc si on a choisi évidemment ce thème des perspectives de financement de la filière biotech française en ce début d'année, c'est pas complètement un hasard. D'abord parce qu'il y a eu quelques semaines un grand rendez-vous qui s'est rassemblé donc à San Francisco, donc la conférence JP Morgan Healthcare, qui est un peu le grand rendez-vous mondial annuel du secteur et qui traditionnellement finalement donne le là et le pouls de l'industrie pour l'année à venir. Donc ça va être intéressant de décrypter avec nos différents intervenants qui étaient tous là-bas, si mes renseignements sont exacts, donc décrypter un peu les dynamiques et les enseignements qui sont issus de cette conférence et d'échanger sur les répercussions pour le secteur de la biotech en France. Et puis, c'est aussi l'occasion de rappeler que cette question du financement, elle est quand même année après année, enquête après enquête, auprès des 800 entrepreneurs de biotechnologie en France, leur sujet de préoccupation majeur, central, avant même les questions du réglementaire, d'accès au marché ou encore de ressources humaines. Parce que finalement, ce modèle d'affaires des entreprises de biotechnologie est certainement l'un des plus exigeants de notre industrie, avec des cycles de développement qui sont particulièrement longs. On parle de 10 à 15 ans de recherche, un risque scientifique qui est particulièrement élevé. On parle aussi de plus de 90% de taux d'échec, des besoins de mobilisation en capitaux qui sont absolument considérables et massifs. Une entreprise de biotechnologie qui veut aller jusqu'au marché, c'est plus d'1 milliard d'euros à lever. Et puis une création de valeur qui arrive tard, mais qui, lorsqu'elle arrive, transforme profondément la médecine. Et souvent, on sait que ces entreprises, finalement, elles sont issues la plupart du temps de la sphère académique. Et donc, pour ces chercheurs qui créent finalement une start-up, c'est une ingénierie financière à déployer qui est considérable. Donc, cet enjeu du financement, il est clé, particulièrement depuis 2-3 ans, dans un contexte international qui est un peu plus contraint, comme on le sait tous. Et ça sera peut-être évoqué, mais au-delà finalement de cette perspective 2026, il y a une réflexion plus large autour du financement des biotech, de l'innovation en santé en Europe et en France, et comment finalement on arrive à mobiliser plus de capitaux pour soutenir et accompagner toutes ces entreprises. Et ça fait partie des chantiers sur lesquels se mobilise la French Care, qui permet d'avoir ce rassemblement entre toutes ces composantes et acteurs de la santé pour essayer de sécuriser les trajectoires de financement de ces entreprises. Et donc chez BPI, il y a un engagement aussi assez fort d'accompagner l'industrie de la santé en général. On a rappelé assez récemment donc on s'apprête à mobiliser 10 milliards d'euros sur 5 ans sur l'ensemble du continuum proposé par BPI France, que ce soit en financement,
en investissement ou dans les activités de conseil. Voilà, donc c'est tout le sens aussi des ambitions portées par BPI France et comment est-ce qu'on peut créer plus de champions français et européens de la biotech. Donc je pense que c'est un beau sujet pour nos intervenants de ce soir. Merci d'avoir posé ce cadre, Olivier Mais de rien. Chabanon, et on va effectivement prendre tous les enjeux un par un avec nos invités maintenant. Peut-être faire un premier tour de table pour rappeler, finalement, pour savoir d'où on part, donc rappeler un petit peu quels étaient les chiffres de 2025 avant d'aborder ceux de 2026 et les tendances qui se dessinent. On va bien évidemment parler de cette conférence JP Morgan Healthcare qui s'est tenue à San Francisco. Cédric Garcia, je vais me tourner vers vous tout d'abord. Vous êtes donc associé chez EY. Vous accompagnez depuis plus de 20 ans les sociétés dans leur projet d'introduction en bourse ou de refinancement sur les marchés financiers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc ces chiffres de 2025, peut-être d'une manière globale en santé, et puis après on focus plus précisément sur les biotech? Tout à fait. Moi, je vais même commencer de manière globale pour vous donner le panorama du financement en capital risque en France. Donc, c'était une baisse globale de 5%. Donc, en gros, le marché est assez mal orienté. Mais la health-tech s'en sort extrêmement bien puisque la health-tech est sur une croissance de 15%. Donc, en gros, 5% de baisse pour le marché, donc, qui comprend la clean tech, l'IT, tous ces secteurs, et 15% d'augmentation dans la health-tech. Et cette augmentation dans la health-tech, elle est encore plus amplifiée dans la biotech, puisqu'on a 20% de croissance du financement de la biotech. Donc c'est complètement en contre-cycle, à la fois avec les autres secteurs en France, mais aussi avec avec la biotech dans le monde, puisque le capital risque qui a financé la biotech en Europe, c'était une baisse de 10%, et aux États-Unis, une baisse de 20%. Alors vous allez me dire pourquoi? Oui, comment on explique ce contre-cycle, effectivement? Alors, on explique ça de deux façons. La première, c'est qu'il y a eu des très grosses levées de fonds dans la biotech française cette année qui n'avaient pas eu lieu l'année dernière. Donc, on a une société, Citerix, qui a levé. Quand vous dites cette année, C'est en 2025, voilà. pardon, excusez-moi, moi je vis Tout dans à le fait. passé. Oui, tout à fait. On est bien en 2025. Donc, très grosse levée de fonds en 2025. OK. Voilà, 105 millions, ce qui était assez unique sur une série A. Et on a plusieurs levées de fonds au-delà de 30 millions d'euros sur des sociétés sur lesquelles on reviendra peut-être, Step Pharma, Cove Therapeutics. Donc en fait, on a des très grosses levées de fonds par rapport à ce qui s'était fait en 2024. Et on a aussi beaucoup de petites levées de fonds sur des montants inférieurs à 5 millions. Le cumul générant une croissance significative de 20%. Et est-ce qu'on peut penser poursuivre sur cette dynamique en 2026? Mais vous n'avez peut-être pas fini, je vous ai coupé trop tôt. Non, alors je peux répondre à la question. Non, il y avait un autre sujet que je voulais mettre alors du jour, c'est sur les sociétés cotées, où en fait il y a eu un changement total de paradigme cette année, enfin en 2025, où on a plusieurs sociétés cotées françaises qui performent extrêmement bien, qui valent au-delà de 500 millions d'euros de capitalisation boursière, ce qui n'avait jamais été le cas par le passé. On a un flagship Abivax qui vaut plus de 10 milliards. Et on a des fonds levés par ces sociétés qui sont significatifs. Donc en fait, on voit bien qu'on a les sociétés les plus matures qui ont passé des stades cliniques avancés, qui ont des très grosses valorisations, des sociétés très jeunes qui arrivent à lever des fonds et peut-être entre 5 millions et 30 millions, des difficultés pour les sociétés à se financer, puisqu'il y a un certain nombre de sociétés quand même qui ont des difficultés de trésorerie dans l'écosystème. Donc finalement, dans un contexte international contraint dont parlait Olivier Chabanon, finalement, la biotech française s'en sort plutôt bien, voire très bien. La biotech française s'en sort bien en 2025. Donc la question, c'est quid de 2026? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais on sent que, et Thibault en parlera mieux que moi en tant qu'investisseur, mais on sent que les investisseurs ont une capacité d'investissement renouvelée sur des sociétés plus matures, donc on est dans des stades de développement avancés, en phase 2, en phase 3. Et donc, on a l'impression, mais on n'est que début février, que de nouveaux deals de ce type-là vont avoir lieu. Et donc, on espère une croissance du financement par le capital risque en 2026. Mais après, on verra comment ça se passe au fur et à mesure de l'année. Bon, très bien, nous avançons. Alors, effectivement, je vais me tourner vers Thibault Roulon, mais aussi vers Philippe Chambon, puisque vous avez assisté, Olivier Chabanon le disait, tous ici à cette conférence JP Morgan Healthcare. C'est effectivement voilà, le rendez-vous international de référence en matière d'investissement dans la santé. Philippe Chambon, qu'est-ce que vous y avez observé et qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Est-ce que vous avez constaté aussi cette bonne tendance pour les biotech françaises et européennes? Tout à fait d'accord. C'était une bonne conférence. Il y avait un état d'esprit plus optimiste qu'en
on est en 26, donc qu'en 25 Ouais, cette fois-ci. ouais. C'est une conférence qui s'est bien passée. Pour nous, on a eu d'excellentes discussions avec les entreprises pharmaceutiques et aussi avec des groupes d'investisseurs qu'on connaissait déjà. On avait vraiment le sentiment que les gens, d'une certaine manière, se remettaient au travail et exploraient des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes, etc. Donc, c'était vraiment, je trouve que c'est une conférence qui était très encourageante. Ça se passait aussi avec comme background le fait qu'il y a un certain nombre d'IPO qui se sont bien passés à la fin de l'année 25, donc qui continuent à bien performer en 26 et qu'il y en a plus qui sont en préparation. Donc quand on parle avec les banquiers et les analystes, ils sont optimistes sur ce que 2026 devrait nous apporter. Si on n'a pas de problème avec Trump, ça c'est autre chose. Et bon, donc si ça continue comme ça, on a un environnement qui est peut-être le plus favorable qu'on a eu depuis longtemps, en fait, dans notre secteur, je dirais. Donc, vous confirmez cet optimisme de Cédric Garcia. Vous l'avez abordé, donc je vais poser la question. Vous parlez de Trump, effectivement. On sait l'instabilité qu'il peut créer sur les marchés avec ses décisions un peu du jour au lendemain et parfois contradictoires. Est-ce que on peut voir un facteur d'inquiétude pour les investisseurs en général en biotech, ou est-ce que finalement vous pensez que le marché va être plus résilient qu'on ne le croit? Est-ce que ça peut avoir un impact? Ça peut avoir, c'est clair que ça peut avoir un impact, parce que d'une certaine façon, nous on développe des entreprises qui sont achetées par les grosses boîtes pharmaceutiques. Donc les profits que les grosses boîtes pharmaceutiques font sont extrêmement importants à la santé de notre écosystème. Et si Trump devient trop violent sur le prix des médicaments aux États-Unis, ça aura un impact clair sur nous, mais ça va prendre du temps. Et puis, de toute façon, il y a notre dynamique qui est en cours aussi. Trump, d'une certaine manière, il a une vie qui est finie. Et dans 2 ans, dans 2-3 ans, il sera plus président. Il y aura quelqu'un d'autre. Les règles du jeu changeront sûrement de toute façon avec les midterms qui vont se passer cet automne. Et en fait, ce qu'on entendait avec les banquiers, pour revenir vers eux, c'est qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait une bonne window pour les IPO pour la première partie de l'année et qu'avec les élections à la Chambre des représentatifs, ça pourrait en fait mettre un peu, jeter un froid sur ça. Et il y en a d'autres qui disent que ça n'aura pas d'impact. Donc, pour nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est continuer à s'occuper de nos entreprises et faire que ça avance. C'était l'instant géopolitique de cette Voilà, émission. exactement. Nous refermons la parenthèse. Une question encore, Philippe Chambon, parce que finalement, vous aviez un petit peu les deux regards, les deux casquettes. Vous avez été investisseur pendant une vingtaine d'années, je crois, et aux États-Unis. Là, vous y étiez en tant que CIO d'EG 425, qui est donc une 427, pardon, une biotech qui développe une thérapie génique ciblée. Est-ce que vous avez trouvé finalement vous parliez de conversation et d'ambiance intéressante? Est-ce que vous y avez trouvé ce que vous veniez y chercher, des contacts intéressants, des perspectives de financement concrètement pour une biotech? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oui, on a eu de bonnes... Mais ça entre dans un contexte où je pense personnellement que JP Morgan est très utile si on sait qui on veut rencontrer d'avance et qu'on les a déjà rencontrés. Dans ce cas-là, on peut avoir des discussions, que ce soit avec des boîtes pharmaceutiques ou avec des investisseurs qui sont concrètes, utiles, etc. Quand on va à JP Morgan simplement pour rencontrer des gens pour la première fois, je pense que ça, c'est un exercice qui est assez frustrant parce que personne n'a vraiment le temps. Les gens vous donnent 30 minutes pour essayer d'expliquer ce que vous faites et après 4 jours, ils ne se souviennent plus du tout de la première compagnie qui se rencontrait le lundi matin. Donc ça, je pense que ce n'est pas très utile. Mais JP Morgan, si on s'en sert vraiment dans un but ciblé pour rencontrer des gens avec qui on a déjà des relations, c'est un excellent, c'est très efficace parce qu'il y a vraiment tout le monde qui est là. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pour ceux qui viennent chercher des investissements à la JP Morgan Healthcare. C'est pas forcément. Il vaut mieux réactiver des contacts que d'aller en chercher très concrètement des nouveaux. Voilà un premier conseil. Merci Philippe Chambon. Thibaut Roulon, vous étiez vous aussi à cette conférence, vous avec la casquette d'investisseur pour BPI France. Est-ce que vous partagez cet optimisme ambiant? Je partage cet optimisme. En effet, on va dire que l'environnement financier s'améliore après quand même des années 2023-2024 assez difficiles.
Comme le disait Philippe, sur les marchés, donc on a vu quand même des gros refinancements sur le Nasdaq. Des sociétés qui avaient des bonnes données cliniques pouvaient se refinancer dans des bonnes conditions, ce qui n'était pas forcément le cas les années d'avant. Par exemple, on peut prendre le cas encore une fois d'Abivax, qui est un peu la star française, qui a pu lever plusieurs centaines de millions d'euros sur la base de bonnes données cliniques. Donc là, l'environnement est bon, et l'environnement aussi est bon côté introduction en bourse, IPO sur le Nasdaq. Les marchés ont redémarré au dernier trimestre 2025, là où il y a eu vraiment très peu d'opérations en 2023 et 2024, et ça continue pour l'instant début 2026, y compris pour des sociétés européennes, puisqu'il y a notamment une société qui s'appelle Agomab qui a pu faire son introduction en bourse début février. Donc on va dire que les marchés s'améliorent, sachant qu'on n'est pas dans l'euphorie. Donc les sociétés qui arrivent à se refinancer ou qui se cotent, ce sont des sociétés qui ont des données cliniques d'activité, ce qui leur permet de convaincre des investisseurs. On n'est pas dans la frénésie qu'il y a eu il y a 4 ou 5 ans, où des sociétés précliniques sans aucune donnée chez l'homme arrivaient à ce côté. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette frénésie, on est dans quelque chose de plus rationnel et probablement de plus stable. Donc ça, je partage plutôt l'optimisme sur les marchés cotés. Pour ce qui est du venture, donc du capital risque, je suis optimiste, mais peut-être un peu moins. L'environnement est un peu plus difficile. Je veux dire qu'il est très sélectif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques sociétés qui arrivent à lever des très gros tours, et pour beaucoup de sociétés, c'est très difficile. Quand on regarde un peu ce qui se passe sur les séries A notamment, on voit en fait que le nombre de séries A supérieur à 100 millions d'euros, donc c'est des sociétés qui font leur premier tour de financement et qui lèvent plus de 100 millions d'euros, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il y a eu plus de 20 séries A l'année dernière de plus de 100 millions d'euros. Ce qui est bien aussi pour l'écosystème français-européen, c'est que sur cette vingtaine de séries A, il y en a 5 qui ont eu lieu en Europe, ce qu'on n'observait pas les années d'avant. Donc on voit aussi qu'il y a une maturation de l'écosystème en France et en Europe. Et ce qui est important aussi, et qui peut faire le lien avec les difficultés de refinancement qu'ont certaines sociétés, c'est qu'on voit des très gros syndicats qui se forment dès la série A. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs investisseurs, parfois 5, 6, qui se regroupent dès le début pour pouvoir financer la société quasiment jusqu'à la sortie et jusqu'à des jalons de création de valeur qui sont importants. Et ce qui permet d'avoir des refinancements qui sont un peu moins compliqués pour les sociétés. Voilà. Donc, les sociétés se financent, mais les conditions sont quand même très dures et la barre est très haute. Il faut des produits qui sont différenciés et des équipes de management très solides. Merci pour ces données très claires et qui nous permettent un petit peu de mieux comprendre cet optimisme, cette stabilité, ces capacités d'investissement dont vous parliez et où est-ce que finalement elles se dirigent, vers qui elles s'adressent. Est-ce que les investisseurs à la fois français et européens ont la même vision que les investisseurs américains? Est-ce que vous avez remarqué une différence ou pas là-dessus sur les tendances, Philippe Chambon ou Thibault Roulon? Je pense que les investisseurs américains sont plus avancés dans l'optimisme que les investisseurs européens. Donc, on a des discussions plus rapides, plus optimistes avec les investisseurs américains et ils avancent beaucoup plus vite maintenant que les investisseurs européens que nous, on a pu rencontrer. Donc il y a une différence d'état d'esprit qui, d'une certaine façon, reflète que le marché américain a au moins 6 mois d'avance sur le marché européen. Donc, on est dans une situation plus favorable à ce niveau-là. Il y a aussi il y a un écosystème quand même beaucoup plus vaste aux États-Unis en tant qu'investisseur, ce qui fait qu'il y a des poches de connaissances beaucoup plus profondes dans certains secteurs, en particulier dans le secteur de la thérapie génique, qui a quand même essuyé un certain nombre de plâtres ces dernières années, ce qui fait que c'est plus facile de remonter la pente avec eux qu'en Europe, je dirais. Ok, merci. J'aimerais maintenant qu'on essaye de voir en fait comment évoluer dans tout cela. Parce que vous avez dit, pour certaines sociétés matures, c'est plus facile. Quand elles ont des données cliniques, c'est plus facile. Donc on voit en fait que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Cédric Garcia, est-ce qu'on peut déterminer la cible préférée finalement des investisseurs? Vers qui vont-ils se tourner de préférence? Et comment, Olivier le disait, comment faire émerger plus de champions des biotech françaises? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, si ce n'est comme conseil, mais comme perspective?
Alors, la cible préférée, c'est compliqué, mais disons que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les investisseurs investissent un peu plus tardivement sur des sociétés un peu plus matures que par le passé, donc des sociétés en phase 2 ou en phase 3, qui ont des points d'inflexion de valeur qui sont plus proches dans le temps, qui ont une capacité à s'introduire en bourse, comme le disait Thibaut, qui est peut-être plus proche. Donc, par contre, ce sont des plus gros syndicats avec des montants plus significatifs, et on voit qu'une partie significative des investissements se dirige sur ces sociétés matures. Et à contrario, et je rebondis sur ce que disait Thibaut, il y a des séries A donc au début qui sont aussi beaucoup plus significatives, parce que c'est des projets où il y a besoin de beaucoup de capitaux dès l'origine. Et ça, c'était une tendance qui était très forte aux États-Unis, qui est toujours très forte, et qui était un peu moins en Europe, parce que les fonds européens ont des tailles plus réduites. Aux États-Unis, vous avez des fonds qui sont très gros, avec des milliards sous gestion, et donc ils ont la capacité à mettre des dizaines, voire des centaines de millions d'euros sur des tours early stage, ce qui n'était pas le cas en Europe jusqu'à maintenant, et ce qui devient quelque chose, c'est pas le new normal, mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 2-3 ans. Et donc on se rapproche un peu plus du schéma américain, avec un early stage et un late stage. Et c'est vrai que entre les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué, d'où les refinancements difficiles. C'est un peu plus compliqué. Peut-être que c'est pas la bonne question, mais en tout cas, c'est celle qui me vient. Cette question de la prise de risque, finalement. Comment, quand on est investisseur et qu'on va s'intéresser, constituer son portefeuille de société, comment est-ce qu'on choisit d'aller soutenir plutôt une société très mature avec déjà finalement des données cliniques et puis on y va un peu tranquille, et puis comment est-ce qu'on va plus d'une manière plus avancée dans le développement de cette société? Qu'est-ce qui fait quelle est la stratégie? Comment est-ce qu'on définit sa stratégie? Peut-être Alors, Thibaut Roulon. la stratégie, elle peut dépendre d'un fonds à l'autre, mais on va dire que le business model de l'investisseur, c'est d'investir dans une société jusqu'à ce que cette société, sur le produit qu'elle développe, arrive à faire une preuve de concept. Cette preuve de concept clinique lui permettant soit de faire une introduction en bourse, et là aujourd'hui les introductions en bourse en Europe sont très difficiles. Sur Euronext, il n'y a quasiment pas d'introduction en bourse. Alors toutes les introductions en bourse de pharma se font sur le Nasdaq. Donc là c'est vrai qu'il y a, on va dire, une prime aux investisseurs américains parce qu'ils ont plus facilement accès au Nasdaq. Et l'autre voie de sortie, c'est le M&A, c'est-à-dire c'est le rachat de la société de biotech par un industriel de la pharma qui va pouvoir continuer à développer le produit. Donc, quand on construit un portefeuille, nous, déjà, on répartit nos risques dans différents secteurs et à différents stades de maturité. Et après, ce qui est très important pour nous, c'est vraiment la différenciation des produits qui sont développés par la biotech, c'est-à-dire quel besoin médical elles remplissent, comment ça se différencie de ce qui existe, et est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent pour l'industrie pharmaceutique qui pourra traiter des patients et constituer un marché significatif pour l'industrie pharma. Donc ça, c'est vraiment ce critère de différenciation et de capacité pour la biotech à prouver cette différenciation avec les fonds levés. C'est vraiment clé dans notre analyse des différents dossiers de biotech qui cherchent à lever des fonds. Et cette capacité de différenciation, ça se mesure comment? Avec quels indicateurs? Finalement, comment est-ce qu'on va jauger la capacité de croissance d'une société qu'on va aller soutenir? C'est un peu la difficulté et la joie du métier. Alors, quand on étudie les dossiers d'investissement, on fait nous-mêmes les premières analyses, mais très vite, on va avoir des experts des différents secteurs. On a des experts avec qui on travaille régulièrement. Après, on va contacter des experts très pointus sur un domaine très particulier, que ce soit des gens de l'industrie pharmaceutique, des anciens de la pharma, des médecins, des chercheurs, pour bien comprendre et de manière assez fine ce que veut faire la société. Et après, il y a aussi toutes les interactions qu'on a avec les industriels de la pharma. Et par exemple, chez BPI France, on investit avec les fonds Innobio. Donc actuellement, on vient de lever le fonds Innobio 3, dans lequel les souscripteurs sont des pharma. Donc on a aussi des liens privilégiés avec la pharma. Et donc, on est en contact avec la pharma et on peut tester un peu la pharma sur l'appétit pour telle indication, tel type de mécanisme, etc. Donc l'analyse, elle va vraiment de l'amont jusqu'à l'aval, quelles sont un peu les perspectives de sortie et l'intérêt de la pharma pour ce type de produit. Sachant que cet exercice, chaque fonds, chaque investisseur se fait son avis et on n'est pas toujours d'accord entre différents fonds. Et aussi, quand on fait un investissement à tenter, on essaye d'anticiper ce qui va se passer dans 4 à 6 ans parce qu'on est sur des temps assez longs et la pharma peut évoluer sur 4 à 6 ans. Donc, il faut aussi un peu
tout ça se fait aussi un peu avec des pincettes. Oui, bien sûr. Et puis, Olivier Chabanon le disait en introduction, les temps de développement, effectivement, sont extrêmement courts dans cette industrie de 10 à 15 ans. Donc, voilà, les choses peuvent changer rapidement. Comment est-ce que, Philippe Chambon, comment est-ce que vous voyez la chose pour finalement aller soutenir des sociétés qui proposent des technologies comment vous parliez d'experts, de solliciter des experts pour être dans la connaissance, mais comment savoir finalement, par exemple, que G427 propose une réelle avancée thérapeutique quand on est investisseur? Qu'est-ce qui fait, là encore, quels critères on va pouvoir mettre en avant? Comment on va les convaincre? C'est une question, ça en revient à la question sur la différenciation Ouais. que Thibault a évoquée. Et en fait, c'est un problème très difficile parce que il faut être différencié Mhm. pour que les gens fassent attention, mais pas trop différencié, parce que si on est trop différencié, ils n'ont plus les compétences pour pouvoir comprendre. Et là, on se retrouve un peu dans le désert. Ça a été votre cas? Ça a été un peu notre cas, oui. Et en fait, les investisseurs ont eu tendance, enfin, c'est une pratique courante ils se sont beaucoup intéressés à tout ce qui est oncologie, immunologie, et puis métabolique, toutes les maladies, diabète, etc. Mhm. Donc des domaines assez Donc, porteurs dans des lesquels domaines, ils allaient ils facilement. étaient tous, exactement, tout le monde était dans des Mhm. domaines porteurs. Il n'y avait pas trop d'efforts au niveau neurologie, ça c'est en train de revenir maintenant. Et le secteur où nous, on a notre premier produit, même si c'est un produit qui en fait impacte des neurones, c'est le secteur de l'urologie, et ça c'est un secteur où il n'y a personne. Donc on était un peu trop du côté différencié, pour dire les choses comme ça. Mais on a eu de la chance parce qu'en fait, on a rencontré les gens de la BPI tôt. Et c'est eux qui nous ont aidés à cristalliser notre série B de 30 millions d'euros en 2025. Et on a rencontré les gens d'Andera aussi à ce moment-là. Et les gens d'Andera, en fait, avaient des connaissances spécifiques sur notre secteur parce qu'ils avaient investi avant dans une société de medical device qui était exactement dans notre champ. Donc, il faut avoir d'une certaine manière, le coup de bol de tomber sur les gens qui ont les connaissances dans des secteurs très particuliers pour qu'ils puissent valider vraiment ce qu'on fait. Et ce que peut-être on pourrait maintenant considérer, parce qu'on a vu donc du côté investisseur, vous nous avez donné une tendance globale, on a vu du côté concrètement, là vous venez de nous parler comment vous avez dû aller un peu compter sur la chance pour avoir quelqu'un qui comprenne ce que vous faisiez. Olivier Chabanon posait comme enjeu de favoriser des champions français et européens de la biotech en allant mobiliser plus de capitaux. Si on devait faire un autre tour de table, comment est-ce qu'on peut aller chercher, mobiliser ces capitaux? Ça passerait par quoi? Et pour augmenter ces perspectives de financement en 2026, Cédric Garcia? Question difficile. En fait, il y a deux manières. Il y a d'avoir des fonds européens beaucoup plus gros, ce qui est quand même le cas aujourd'hui. Les fonds européens se renforcent, grossissent. Il y a eu quand même de très grosses levées par des fonds français notamment. Il y a Inobio 3, il y a Sophie Nova qui avait annoncé 1,2 milliard. Donc ça permet d'avoir des tours plus gros. Et puis après, il y a de faire venir des investisseurs étrangers. Les investisseurs américains sont très présents sur le marché français. À partir du moment où la société commence à être dans leur radar, notamment parce qu'ils font les tours de pré-IPO. Donc ils investissent avant l'IPO pour accompagner la société aux États-Unis. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de financements publics qui sont mobilisés, notamment à travers BPI France. Ça, c'est quand même une particularité. Et donc, ça permet aussi d'accompagner quand vous faites une levée de fonds. Vous levez de l'argent dilutif, donc des nouveaux actionnaires, mais vous pouvez aussi lever de l'argent non dilutif. Et le package des deux peut apporter un montant significativement différent et donc accompagner la société dans la durée. Et en France, on voit beaucoup ça aujourd'hui, puisque la quasi-totalité des annonces aujourd'hui, ce sont des annonces d'augmentation de capital accompagnées de subventions, d'avances remboursables ou d'émissions d'obligations. Et le montant global est assez significatif. Donc ça, on va chercher dans plusieurs enveloppes. Voilà. Une question d'un auditeur qui nous suit en ligne. Vous parliez d'Inobio 3. Quelles sont les ambitions de ce nouveau fonds
Peut-être vous, Thibault Roulon? Oui, donc c'est le troisième fonds de la famille Inobio. Donc on est sur la lignée du dernier fonds Inobio 2. Donc c'est toujours de développer des biotech. On a un fonds qui a une taille cible d'un peu plus de 200 millions d'euros et on va financer une grosse douzaine de biotech de série A et série B essentiellement. Donc on est dans la lignée de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mhm. Et du coup, peut-être dans la suite de la question que je posais à Cédric Garcia, sur cette mobilisation de capitaux pour faire émerger et favoriser ces champions français et européens des biotech, ça va dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme levier à utiliser? Alors, je pense on parle de faire émerger des champions. Et ce qui est important aussi, c'est de voir un peu la maturité qu'atteint le secteur biotech en Mhm. France et en Europe. Et là, quand on parlait tout à l'heure de sociétés comme Abivax, on a aussi plusieurs sociétés qui sont pas loin du milliard de capitalisation. Inventiva, Nanobiotics, Medincell, Valneva. Donc, c'est des sociétés qui petit à petit se développent et deviennent beaucoup plus visibles. Donc, on a des sociétés qui émergent. Et souvent, ces sociétés, c'est un peu le jeu dans notre industrie, se font racheter par une pharma. On a un environnement M&A qui est très actif, on pourra peut-être en reparler si on a un peu de temps, mais et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que quand des sociétés sont rachetées, les produits sont développés par des pharmas, les équipes de management qui ont contribué à développer ces produits repartent dans des nouvelles aventures, recréent des sociétés, et l'argent qui est récupéré par les investisseurs est redistribué aux investisseurs qui investissent dans des nouveaux fonds qui permettent de refinancer des biotech. Donc même quand une société ne reste pas indépendante, il y a un cercle vicieux. Et aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre de M&A, un ou deux par an pour des sociétés biotech françaises, ce qu'on n'avait pas il y a 5 ou 10 ans. Donc on a une vraie étape de maturité aujourd'hui dans le secteur biotech. Après, il y a faire émerger des champions, c'est-à-dire des sociétés qui vont rester indépendantes et qui vont vivre leur vie pour commercialiser des produits et générer du chiffre d'affaires, être rentable et développer tout un pipeline de produits. Mhm. Là, on a quelques exemples en Europe. C'est des sociétés qui, d'un moment, doivent en fait se coter en bourse. Alors aujourd'hui, sur le Nasdaq, pour pouvoir continuer à lever des fonds et garder leur indépendance financière pour se développer petit à petit. Et ces sociétés, on les voit apparaître quand même en Europe. On peut citer Argenix, on peut citer Genmab, BioNTech, etc. Donc on voit cette génération de sociétés arriver en Europe. J'espère qu'il y en aura en France. On verra si Abivax se fait racheter ou reste indépendant. Il y a des sociétés comme Medincell qui petit à petit fait son chemin, développe des produits et a un beau profil de croissance. Donc voilà, il y a plusieurs sociétés qui en France pourraient devenir un peu des champions, Valneva dans le secteur du vaccin, etc. Donc on y arrive petit à petit. On n'a pas encore ce très gros succès en France, mais maintenant on commence à l'avoir avec des sociétés comme Abivax qui valent maintenant 10 milliards. Ok, donc on sent l'émergence se faire. Une autre question qui nous vient de quelqu'un qui suit ce webinaire en ligne. Quelles sont les aires thérapeutiques particulièrement porteuses actuellement? On a commencé avec vous, Philippe Chambon, à les énumérer. Vous parliez de l'oncologie notamment et de la neurologie qui revient. Pas encore trop l'urologie, même si vous avez réussi, vous, à tracer votre voie. Peut-être une réponse à apporter à cet auditeur? Il y a beaucoup plus d'efforts au niveau neurologique qu'il y avait il y a 4 ans. Ça, c'est en train de devenir le grand secteur porteur. Et on sait tous pourquoi. C'est quand on regarde le vieillissement de la population, les maladies chroniques du système nerveux central est le plus gros problème économique que nos systèmes de santé fassent. Donc, le plus tôt on trouvera des solutions pour ce genre de problème, le mieux ça sera. Donc oui. Donc, cancer, il y a des progrès, ça avance bien. En fait, il y a des raisons d'être optimiste, étant donné ce qu'on voit comme progrès en immuno-oncologie. Maladies cardiovasculaires sont plus ou moins sous contrôle. Je dirais le grand problème des 20 prochaines années, c'est les maladies du système nerveux. Donc on voit, vous disiez être en phase, essayer de deviner ce que l'industrie pharma vouloir acheter, et on comprend aussi être en phase avec finalement, ce qui paraît logique, les besoins des populations et des grands enjeux de société. Les auditeurs ont un petit peu attendu, mais ça y est, ils posent plein de questions, donc j'en ai encore une troisième pour BPI France. Donc a priori, ça va être pour vous, Thibault Roulon. Quelle est la spécificité du rôle de BPI comme investisseur par rapport à un investisseur classique? Effectivement, est-ce que vous vous différenciez? Et peut-être que vous pourrez nous dire et nous apporter votre expérience ensuite, Philippe.
qu'on a comme spécificité, c'est qu'on a un très fort tropisme sur le marché français. On ne fait pas que de la France, mais essentiellement de la France. Et on se qualifie comme un investisseur de long terme. On veut vraiment contribuer à développer l'écosystème de biotech en France, mais aussi en Europe, parce que de toute façon, la France n'est pas assez grande pour pouvoir rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. Il faut aussi avoir un peu une dimension européenne. C'est pour ça qu'on s'ouvre un peu à l'Europe. Et à partir de là, il faut quand même remarquer qu'on co-investit systématiquement avec nos confrères. Donc, on a aussi les mêmes objectifs, les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'on investit et après, il faut qu'on puisse générer de la liquidité pour rendre de l'argent à nos investisseurs, comme le font tous nos collègues. Donc, en cela, on est quand même très similaire à d'autres fonds. Voilà. Donc, on a une volonté de développement de l'écosystème, mais avec aussi un cahier des charges qui se rapproche assez spécifiquement de celui d'autres fonds. Est-ce que finalement on peut parler en quelque sorte d'une responsabilité peut-être sociétale des investisseurs dans leur choix stratégique? Est-ce que Philippe Chambon, ça vous évoque Je dirais non, parce Ok, que le rôle des investisseurs, c'est de faire de l'argent pour les gens qui leur confient de l'argent. Donc, ok. ils n'ont pas un rôle sociétal à jouer dans ce sens-là. Je pense que la BPI est un animal complètement différent, Mhm. qui, eux, étant donné que c'est un représentant de l'État d'une certaine façon, ils ont un rôle sociétal qui est important. Et de mon point de vue, si la BPI n'existait pas, il y aurait beaucoup moins de biotechnologie en France. Ils ont été instrumentaux au développement du secteur et on l'a même vu à notre niveau. Et peut-être pour Bien compléter sûr. ça, donc nous, on a une activité d'investissement en direct. On est le premier investisseur biotech en France, enfin, dans les sociétés biotech françaises. Mais on a aussi plusieurs rôles. Donc il y a toute la partie financement qui apporte du Mhm. financement non dilutif ou des prêts aux sociétés innovantes. On a aussi un fonds de croissance, Large Venture, qui peut prendre le relais derrière les fonds Innobio et permettre aux sociétés de continuer à se développer sur des très gros tours. Et on a aussi une activité très importante qui est l'activité fonds de fonds, puisqu'on est nous-mêmes, on a une équipe qui investit dans d'autres fonds. Donc on est investisseur dans la plupart des fonds de la place. Et donc, grâce à ça, on apporte un soutien vraiment à tous les acteurs et à Oui. toutes les étapes de la vie des sociétés. Mhm. On arrive à la fin de cette émission, de cet échange. Est-ce que finalement, si on imagine les personnes qui nous écoutent et pour leur résumer, leur synthétiser, donner un conseil, Cédric Garcia, en termes de stratégie, quelle est la meilleure chose à faire quand on est, alors peut-être plutôt une jeune biotech, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les sociétés plus matures et on a parlé beaucoup de maturité de l'écosystème. Quels seraient les 2 ou 3 conseils clés qu'on pourrait apporter? Je dirais, si on parle de financement, c'est d'avoir déjà une idée très claire du chemin sur lequel on veut aller, avec les points d'inflexion de valeur, puisque les investisseurs sont très sensibles aux points d'inflexion de valeur. Ils ont besoin d'investir dans des sociétés où ils sont capables de dire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il va se passer quelque chose. Avoir aussi une idée de la sortie dès l'origine et notamment quand vous travaillez sur une pathologie, savoir quels sont les grands acteurs qui sont capables de faire du M&A, parce qu'aujourd'hui, on l'a un peu dit, mais les grandes pharma au niveau mondial ont énormément d'argent à déployer. Elles ont un vrai problème avec la fin de tous leurs brevets principaux. Et donc, ils vont devoir acheter des biotech. En fait, c'est un cycle qui a été initié il y a quelques années et qui se renforce. Mhm. Et donc, identifier les acteurs potentiels qui sont capables de vous racheter. Et c'est vrai que quand vous êtes dans l'urologie, peut-être que c'est un peu plus compliqué que quand vous êtes dans l'immuno-oncologie, où il y a eu, et puis après, il y a des tendances. Donc moi, c'est les deux, c'est d'avoir effectivement des points d'inflexion de valeur qui sont déjà identifiés et déjà identifier la manière dont vous pouvez sortir, même si c'est rarement ce qui se passe dans les faits. Merci Philippe Chambon. Quel serait vous, avec votre double casquette Oui. Moi, d'abord, il faut s'entourer de gens les plus compétents possibles. Donc, la qualité du management team, c'est vraiment essentiel. C'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est il faut lever suffisamment d'argent, mais pas trop. Et il faut l'utiliser de manière discernée. Mhm. Donc, en fait, pour moi, je trouve que lever des centaines de millions d'euros ou de dollars dans un round, c'est pas quelque chose d'utile, en fait. Ça fait des entreprises qui ont beaucoup trop d'argent trop tôt et qui souvent le dépensent mal. L'ancien modèle du venture
capital, c'était un peu d'argent, vous faites des progrès, vous en levez encore un peu plus parce que vous avez fait des progrès, etc. Donc c'était Plus progressif. plus progressif, plus graduel. Et à mon avis, ça manageait mieux les problèmes de répartition des actions entre les management teams, les fondateurs et les investisseurs. Quand les investisseurs font des rounds où ils investissent 100 ou 200 millions d'euros, ce sont des entreprises qui appartiennent vraiment aux investisseurs et plus vraiment aux fondateurs et peut-être un peu au management team. Donc, tout ce modèle qui s'est développé à partir des États-Unis avec des financements énormes pour des entreprises qui sont encore trop tôt, je pense que c'est une erreur en fait et qu'il vaut mieux être beaucoup plus parcimonieux. Même si le secteur oblige à mobiliser des capitaux très importants parce Mais que ça viendra après. Ok, Il faut que ça vienne avec le temps. plus progressivement. Oui. Vous partagez cette analyse, Thibault Je Roulon? partage l'analyse de Philippe. Oui, j'insiste vraiment sur l'équipe qui est vraiment très importante dans nos décisions d'investissement et dans la réussite des investissements, et avec des personnes qui savent développer des médicaments. Et après, aussi l'autre point important, que je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sur la différenciation des produits, et d'avoir des plans de développement qui sont assez clairs pour démontrer cette différenciation. Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion et ces perspectives donc de financement de la biotech française. Mais on a vu aussi l'importance de fédérer un écosystème européen pour peser. C'est ce que vous disiez. C'est la fin de ce webinaire État de santé et je vous remercie de l'avoir suivi.